Daktari, 1966-1969. Le casting, hier est aujourd'hui. Cela fait plus de 60 ans que Daktari a débarqué pour la première fois sur les écrans. Et les vies de ces acteurs ont pris des tournures que personne n'aurait pu prévoir. Des mariages, des scandales, des chagrins et des métamorphoses qui continuent de surprendre les fans aujourd'hui. Saviez-vous que l'une des stars de la série est morte presque sans le sou, vivant dans une caravane malgré le fait d'avoir autrefois été connue dans tout le pays? Un autre membre du casting a falsifié la signature de sa mère pour s'engager dans les Marines à seulement 15 ans, a survécu à la guerre de Corée. Et c'est seulement ensuite qu'il a conquis le cœur de millions de téléspectateurs depuis le petit écran. Et voilà encore quelque chose qui ne vous quittera pas de sitôt. La plus grande star de la série n'était pas un être humain. Et cette star est morte seule dans une foire de l'Illinois, loin des caméras et de ceux qui l'aimaient. Aujourd'hui, nous vous racontons ce qu'il est advenu de chacun d'eux. Les triomphes, les épreuves, les pertes déchirantes et les héritages laissés derrière eux. Restez jusqu'à la fin. L'histoire la plus inattendue a été gardée pour la dernière. Numéro 1. Judy le chimpanzé dans le rôle de Judy Soyons honnêtes. C'était elle, la vraie star. Judy le chimpanzé a conquis le public dès le premier épisode. Espiègle, hilarante, imprévisible. Elle volait des chapeaux, renversait des verres, grimaçait exactement au bon moment et éclipsait systématiquement chaque être humain dans le cadre. Les producteurs comprirent rapidement la vérité. Les téléspectateurs ne regardaient pas pour les intrigues de braconnage. Ils regardaient pour Judy. Née vers 1959, Judy était déjà une professionnelle chevronnée quand Daktari arriva. Avant la série, elle était apparue dans des épisodes de Flipper et avait joué dans le film Disney The Monkey's Uncle, 1965, où elle partageait l'affiche avec nul autre que les Beach Boys. C'est bien ça. Judy jouait du tambourin aux côtés de l'un des plus grands groupes de l'histoire de la musique américaine. Et c'était avant son grand rôle. Judy était dressée par Ralph Helfer, un homme qui transforma fondamentalement la façon dont Hollywood travaillait avec les animaux sauvages. Helfer rejetait la peur et la force au profit de ce qu'il appelait le dressage par l'affection, une méthode fondée entièrement sur l'amour et la confiance. Grâce à lui, Judy ne ressemblait pas à un animal dressé à l'écran. Elle semblait être un membre à part entière de l'équipe. Après la fin de Daktari, Judy continua à apparaître dans quelques autres productions d'Ivan Tors. Quant à ses dernières années, elle vécut longtemps pour un chimpanzé, s'éteignant au début des années 1980. Mais pour toute une génération d'enfants qui ont grandi en regardant cette série, Judy n'est jamais vraiment partie. Ce petit chimpanzé au regard perçant, qui savait toujours exactement quand surgir et semer la pagaille, dans le bon sens du terme, vit encore dans les mémoires. Numéro 2. Clarence le lion dans le rôle de Clarence. On l'appelait la Shirley Temple du monde des lions. Et cette comparaison dit tout. Clarence était bigleux. Oui, le lion bien-aimé de l'une des séries familiales les plus chéries d'Amérique était atteint de strabisme, une condition qui lui donnait une expression à la fois drôle et attendrissante qu'aucun directeur de casting n'aurait pu inventer. C'est ce qui en avait fait une star. Son vrai nom était Freddy. Il était né vers 1962 à Africa, USA. Un domaine animalier d'environ 80 hectares situé à quelques 65 km au nord de Los Angeles, exploité par Ivan Tors et Ralph Helfer. Quand le producteur aperçut le lionceau peu ordinaire, il sut aussitôt « On n'avait jamais rien vu de tel à l'écran ». En 1965, Clarence fut la vedette aux côtés de Marshall Thompson dans le film Clarence, le lion louchon, qui constitua le précurseur direct de la série Daktari. Clarence avait un tempérament doux, presque domestique. Il laissait les membres du casting le serrer dans leurs bras, s'allongeait nonchalamment à côté des gens sur le plateau et, de l'avis général, semblait totalement ignorer qu'il était un animal sauvage. Il n'y avait qu'un problème. Clarence était terrorisé par les gros véhicules. Aussi, pour toute scène impliquant des camions ou des voitures, on utilisait un autre lion nommé Léo, maquillé pour ressembler à Clarence. L'histoire de sa mort est l'une des plus tristes de toute cette vidéo. Le 14 juillet 1969, 6 mois seulement après la diffusion du dernier épisode de Daktari, Clarence mourut. Il avait 7 ans. Il ne s'éteignit pas à la maison ni sur le domaine.
Il mourut à Peoria, dans l'Illinois, où il avait été amené comme attraction pour la foire du cœur de l'Illinois. Les fans qui l'avaient tant aimé le virent pour la dernière fois dans une cage sur un champ de foire. C'était une fin qui ne correspondait pas à l'univers bienveillant et respectueux des animaux que Daktari avait toujours représenté. Mais c'était la réalité. Le coup du sort. Clarence mourut à Peoria, la ville natale même de Marshall Thompson, son partenaire à l'écran. Comme si ces deux-là étaient liés jusque dans la mort. Cela reste l'une des coïncidences les plus discrètement poignantes de l'histoire de la télévision américaine. Numéro 3. Hedley Mattingly dans le rôle de l'officier Hedley Grant, posé, impeccablement britannique. Hedley Mattingly apportait dans chaque scène une autorité inébranlable. Les téléspectateurs supposaient souvent que l'homme derrière l'officier Hedley devait être tout aussi rigide dans la vie réelle. La vérité était bien plus intéressante. Derrière ce col empesé se cachait un homme qui avait traversé des océans, survécu à une guerre mondiale et passé des décennies à chercher sa place avant que Hollywood ne veuille enfin de lui. Hedley Howard Mattingly naquit le 7 mai 1915 à Londres, en Angleterre. Il avait 50 ans quand le tournage de Daktari commença, un âge où bien des acteurs ralentissent. Pour lui, c'était tout juste le début. Son chemin jusqu'au rôle fut long et sinueux. Shakespeare sur les planches dans sa jeunesse, puis service dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, plutôt que de retourner directement sur scène, il devint directeur de salle au Théâtre Royal de Windsor et redécouvrit son amour de la scène depuis l'autre côté du rideau. Au début des années 1950, lui et son épouse Barbara, costumière de métier, émigrèrent au Canada, où il commença à travailler pour la Société Radio-Canada. Dans les années 1960, ils s'installèrent à Hollywood. Son accent britannique irréprochable et son autorité naturelle lui ouvrirent les portes de Perry Mason, l'heure d'Alfred Hitchcock, Mannix et Columbo. Mais c'est le rôle de l'officier Hedley dans Daktari qui le définit véritablement. Hedley Mattingly s'éteignit le 3 mars 1998 à Encino, en Californie, des suites d'un cancer. Il avait 82 ans. Il fut inhumé au Forest Lawn Memorial Park, dans les collines d'Hollywood. Sa dernière apparition à l'écran fut dans le film Riot, 1997, aux côtés de la légende de la boxe Sugar Ray Leonard. Un homme qui travailla jusqu'au bout. Cette dignité-là est rare, et il ne la perdit jamais. Numéro 4, Harry Rode, dans le rôle de Mike Makula. À une époque où les acteurs noirs à la télévision américaine étaient largement cantonnés au rôle de domestiques ou de criminels, Harry Rode fit son entrée sur le plateau de Daktari en professionnel compétent. Membre à part entière d'une équipe scientifique sur un pied d'égalité avec les autres. Ce n'était pas seulement de la fiction, c'était une prise de position. Harry Rode naquit le 10 avril 1932 à Cincinnati, dans l'Ohio, dans un quartier ouvrier coincé entre les voies ferrées et les berges du fleuve. Son enfance fut rude. Il décrivait dans ses interviews les rats, les cafards, les inondations. Ce type de pauvreté qui n'avait rien d'exceptionnel dans cette partie de l'Amérique à cette époque. À 15 ans, il falsifia la signature de sa mère pour s'engager dans les Marines. Ils le prirent. Il alla en Corée. Il en revint. Après la guerre, vint l'école de musique. Rhodes obtint une licence au Conservatoire de musique de Cincinnati. Ce fut un chemin peu conventionnel pour un futur acteur, mais sa formation musicale lui apporta quelque chose que tous ceux qui travaillèrent avec lui remarquèrent. Une voix avec de la mélodie dedans, un sens naturel du rythme dans la parole, une présence absolue à l'écran. Quand Daktari fut lancé en 1966, Rhodes avait déjà joué dans Dr. Kildare, Ben Casey, Rawhide et Le Fugitif. Le rôle de Mike Makula fut sa percée. Il l'interpréta pendant les 4 saisons de la série. Après Daktari, il tint des rôles marquants dans La conquête de la planète des singes, 1972, et dans la mini-série Événement Racine, 1977, la production qui cloua toute l'Amérique devant son téléviseur. Il écrivit également plusieurs romans, dont The Chosen Few, sur l'expérience des Marines noirs. Harry Rode mourut d'une crise cardiaque le 15 janvier 1992 à Canoga Park, en Californie. Il avait 59 ans, un âge bien trop jeune pour un talent de cette envergure. Il quitte cette histoire comme il avait vécu, discrètement,
sans tambour ni trompette, mais avec une dignité impossible à ignorer. Numéro 5. Yael Summers dans le rôle de Jack Dainbo, chaleureux, avec un charme qui semblait entièrement naturel. Voilà Yael Summers dans le rôle de Jack Dane. Son personnage incarnait le compagnon de terrain idéal, fiable, courageux, toujours prêt à se jeter dans le danger pour sauver un animal en détresse. Favori du public dès le premier épisode. Mais ce qui se passait dans les coulisses ne ressemblait en rien à une série d'aventures. Yael Summers était un nom de scène. Son vrai nom était Roy Reed Nevoner. Il naquit le 26 juillet 1933 à Manhattan, enfant unique. En 1955, il sortit diplômé avec mention de l'université Cornell, avec une licence en gestion d'entreprise, puis servit dans l'armée américaine avec le grade de lieutenant. Universitaire, soldat, puis acteur. Sa carrière à l'écran débuta en 1961 avec un petit rôle dans le film Mad Dog Call. Des rôles télévisés suivirent La quatrième dimension, The Outer Limits, Hôpital Général, jusqu'à ce que Daktari l'appelle en 1966. Pendant 2 ans, de 1966 à 1968, il fut l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision familiale américaine. Des millions d'enfants l'attendaient chaque semaine. Puis, en 1968, Yael Summers quitta la série. L'explication officielle ne fut jamais tout à fait claire, et les fans ont débattu de cette décision depuis lors. Des rapports évoquèrent des désaccords artistiques avec les producteurs. Après Daktari, Summers se consacra au syndicalisme. Il siégea pendant 27 ans au conseil d'administration national du syndicat des acteurs, Screen Actors Guild, et pendant 18 ans au comité exécutif national. En 2008, le syndicat lui remit le prix Ralph Morgan pour ses décennies de service à la profession. Yael Summers mourut le 6 mai 2012 à Beverly Hills, des suites d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. Il avait 78 ans. Il laisse derrière lui son épouse Suzy, 2 enfants et 2 petits-enfants. Ed Asner, acteur et ancien président du SAG, dit de lui « Yael était un homme bien et un bon ami, totalement dévoué à ses convictions. Une vie vécue avec sens. » Numéro 6. Ross Hagen dans le rôle de Bart Jason. Quand Yael Summers quitta la série en 1968, les producteurs eurent besoin d'un nouveau personnage rapidement. Ils se tournèrent vers Ross Hagen, et le public sentit le changement immédiatement. Là où Jack Dane était chaleureux et décontracté, Bart Jason, un photographe de safari aux angles vifs et au passé trouble, était un tout autre genre de personnage. Le vrai nom de l'acteur était Leland Lando Lilly. Il naquit le 21 mai 1938 à Williams, en Arizona, et grandit dans une ferme de l'Oregon. Service militaire, travail physique difficile, un visage qui portait toutes ces années. C'est précisément pour cela qu'il semblait si authentique dans les rôles d'hommes vivant en marge de la vie citadine. Hagen construisit sa carrière délibérément dans l'univers des films de genre à petit budget, films de motards, western, films d'action série B, The Hellcats, 1968, The Side Hackers, 1969, The Miniskirt Mob, c'était son territoire, et il le connaissait bien. Il écrivit également des scénarios, réalisa et produisit. Mais le chapitre le plus inattendu de sa carrière ne vint pas d'Hollywood, mais du jeu vidéo. Peu avant sa mort, Ross Hagen prêta sa voix au personnage de Landon Ricketts, un pistolero à la retraite, dans le jeu culte Red Dead Redemption. Des millions de joueurs entendirent sa voix sans jamais connaître son nom. Sa vie personnelle ne fut pas sans épreuve. Son premier mariage se solda par un divorce. Il passa 40 ans aux côtés de sa deuxième épouse, l'actrice Claire Pollan, de 1963 jusqu'à la mort de celle-ci en 2003. Cette perte fut un coup dont il ne se remit jamais vraiment. Ross Hagen mourut le 7 mai 2011 à Brentwood, Los Angeles. Il avait 72 ans. La cause du décès ne fut pas rendue publique, mais ceux qui le connaissaient dirent que ses dernières années furent difficiles. L'homme réputé pour son invulnérabilité à l'écran se révéla finalement aussi humain que n'importe qui. Numéro 7. Erin Moran dans le rôle de Jenny Jones.
en 1968, quand les producteurs de Daktari décidèrent d'ajouter une jeune orpheline à la distribution pour doper les audiences de la dernière saison. Ils ignoraient qu'ils venaient de découvrir une star. Erin Moran avait 7 ans. Elle avait déjà participé à 14 productions télévisées. La fillette aux immenses yeux et au sourire irrésistible s'intégra naturellement dans l'univers de Daktari, dans le rôle de Jenny Jones, l'enfant orpheline recueillie par le Dr Tracy. Erin Marie Moran naquit le 18 octobre 1960 à Burbank, en Californie. Elle était la 5e de 6 enfants. Son père travaillait dans la finance et sa mère l'assigna dans une agence de mannequins à l'âge de 5 ans. À 7 ans, elle était déjà sur le plateau de Daktari. Elle semblait née pour l'écran. Après, Daktari vint le rôle qui la rendit célèbre dans tout le pays. Joanie Cunningham dans Happy Days, 1974-1984. 10 ans comme l'une des têtes d'affiche de la sitcom la plus regardée d'Amérique. Puis le spin-off Joanie M. Chachi, 1982 à 1983, avec Scott Baio. À son apogée, Erin Moran n'était pas simplement une actrice. Elle était le symbole d'une époque, mais cette image devint un piège. Quand Happy Days prit fin, les rôles se tarirent. Le personnage de Joanie Cunningham lui colla à la peau d'une manière qui rendait pratiquement impossible pour les producteurs de la voir autrement. Les difficultés financières s'accumulèrent. À un moment, Erin et son mari Steven Fleischman perdirent leur maison en raison de dettes hypothécaires et se retrouvèrent à vivre dans une caravane dans l'Indiana. La presse à sensation s'empara de l'histoire en 2012. Et ce qui aurait pu être l'occasion pour le milieu de tendre la main devint à la place une humiliation publique. L'injustice de tout cela est difficile à formuler. Fin 2016, Erin commença à ressentir ses premiers symptômes. En février 2017, elle ne pouvait plus parler, manger ni boire. Son mari révéla par la suite qu'aucun membre de l'équipe médicale n'avait correctement communiqué la rapidité avec laquelle la maladie progressait. Le 22 avril 2017, Erin Moran s'éteignit. Elle avait 56 ans. La cause du décès était un carcinome épidermoïde de la gorge, au stade 4. Henry Winkler écrivit « Je me souviendrai toujours d'Erin avec le doux sourire qui m'accueillit le tout premier jour où je mis les pieds sur le plateau de Happy Days en 1974. Elle n'avait que 9 ans. Pendant les 10 années qui suivirent, ce sourire ne s'effaça jamais. Hier, malheureusement, il s'est éteint. Ces mots sont le plus beau des éloges funèbres qu'on pouvait lui offrir. Numéro 8, Cheryl Miller dans le rôle de Paula Tracy. Elle arriva à l'écran à 22 ans, jeune, intrépide, avec une aisance naturelle auprès des animaux sauvages qui donnait l'impression qu'elle avait fait ça toute sa vie. Dans un sens bien réel, c'était le cas. Cheryl Lynn Miller naquit le 4 février 1943 à Sherman Oaks, en Californie. Son père était architecte et décorateur de plateaux, sa mère comptable et agent de voyage. Le monde du spectacle était dans l'air dès sa toute première respiration. Au sens propre, elle fit ses débuts à l'écran à seulement 19 jours dans le film Casanova Brown, 1944. Un record difficile à battre. La musique et la nature la façonnèrent à égale part en grandissant. Elle étudia au Conservatoire de musique de Los Angeles, fit du mannequinat et apparut dans des publicités. Sa percée arriva en 1965, d'abord grâce à Flipper, puis grâce au film Clarence, le lion louchon, qui attira l'attention d'Ivan Tors, lequel l'engagea immédiatement comme premier rôle féminin de sa nouvelle série. Cette même année, Walt Disney lui signa un contrat, la qualifiant de vraie jeune américaine. En 1966, elle fut désignée Miss Golden Globe et apparut aux côtés d'Andy Williams lors de la cérémonie des Golden Globes. Son travail avec les animaux sur le plateau était tout simplement extraordinaire. Cheryl s'entraîna pendant 1 mois à Africa USA, marchant parmi les lions, guépards, chimpanzés et léopards. Une scène l'obligea à lutter sous l'eau contre un crocodile, couteau en plastique à la main, les mâchoires du reptile maintenues fermées par un fil. Il me fit faire 3 tonneaux. Ce n'était vraiment pas drôle du tout, se souvint-elle des années plus tard. Elle continua à tourner quand même. Après Daktari, Cheryl apparut dans plusieurs productions télévisées des années 1970, dont L'homme de 6 millions de dollars.
Puis la vie personnelle prit le dessus. 3 mariages et un fils, Eric Seidenglans, né en 1980, qui grandit pour devenir artiste conceptuel et le plus jeune magicien jamais admis à l'Académie des arts magiques. En 2026, Cheryl Miller, 83 ans aujourd'hui, est retraitée et vit en Arizona. Elle est active sur les réseaux sociaux, toujours passionnée par les animaux et immensément fière de son fils. Une histoire qui fait chaud au cœur. Numéro 9. Ralph Helfer, le dresseur d'animaux derrière la magie. Son nom n'apparaît pas au générique en tant qu'acteur. Il n'avait aucune réplique à l'écran. Mais sans lui, il n'y aurait eu ni Judy, ni Clarence, et aucune de la magie qui se produisit chaque semaine dans cette série. Ralph Helfer est l'homme sans qui Daktari, tel que nous le connaissons, n'aurait tout simplement pas existé. Helfer naquit en 1931 à Chicago. Dès son plus jeune âge, les méthodes traditionnelles de dressage, basées sur la domination par la peur et la douleur, le révulsaient. Il développa son propre système qu'il appela « dressage par l'affection », une méthode fondée entièrement sur l'amour, la confiance et le renforcement positif. L'industrie se moqua de lui. Ses confrères le traitèrent de rêveur. Les résultats parlèrent d'eux-mêmes. À Africa USA, le domaine qu'il cofonda avec Ivan Tors près de Los Angeles, des centaines d'animaux sauvages vivaient et travaillaient aux côtés des humains sans aucune contrainte. C'est là que Clarence et Judy furent élevés. C'est là que le cast de Daktari s'entraîna, apprenant à évoluer parmi les lions et les chimpanzés. La tragédie frappa en 1971, quand de violentes pluies et des inondations dans la vallée de San Fernando dévastèrent le domaine. Des centaines d'animaux périrent. Ce fut un coup dont Helfer peina à se remettre, non pas financièrement, mais émotionnellement. Chacun de ces animaux avait été pour lui non pas un outil de travail, mais un être vivant qu'il avait personnellement connu. Il s'en remit. Il publia par la suite plusieurs livres, dont La beauté des bêtes et Modoc, l'histoire vraie du plus grand éléphant qui ait jamais vécu, tous deux devenus des best-sellers internationaux. Il lança de nouveaux projets en faveur du bien-être animal. En 2026, Ralph Helfer a 95 ans et reste l'une des voix les plus influentes dans le domaine de la protection animale. Son travail a changé Hollywood de façon permanente. Numéro 10, Louis Gossett Jr., un invité qui entra dans l'histoire. En 1968, un jeune acteur noir au charisme extraordinaire apparut dans un épisode de la dernière saison de Daktari. Son personnage s'appelait Mkono, un habitant local mêlé à un conflit local. Le rôle était modeste. L'homme, lui, ne l'était pas. Louis Gossett Jr. naquit le 27 mai 1936 à Brooklyn, New York. Sa carrière professionnelle débuta à 17 ans. Ses débuts à Broadway dans Take a Giant Step, 1953, furent salués par la critique comme l'une des plus belles performances de la saison. Un signe de ce qui allait suivre. Tout au long des années 1960, il se constitua un palmarès télévisuel qui incluait son passage dans Daktari. C'était une époque où les acteurs noirs ne se voyaient offrir que des rôles minimes par principe, et chaque minute à l'écran était une petite victoire. Gossett continua de les accumuler, encore et encore. Puis vinrent les années 1970 et 1980, et un niveau de célébrité que peu atteignent jamais. Son rôle de l'adjudant-chef Émile Follet dans Officier et Gentleman, 1982, lui valut un Oscar. Il devint ainsi le premier homme noir de l'histoire à remporter l'Oscar du meilleur second rôle masculin, et seulement le troisième interprète noir à remporter un Oscar dans une catégorie d'interprétation. Son rôle de Fiddler dans Racine, 1977, lui valut un Emmy. Son Oscar ouvrit des portes qui semblaient définitivement fermées. Son histoire personnelle ne fut pas sans épreuve. Il parla ouvertement de ses combats contre l'alcool et les drogues dans sa jeunesse, d'une relation difficile avec son père et de sa quête d'un ancrage spirituel. Dans ses dernières années, Gossett se consacra à la philanthropie et fonda une organisation dédiée à l'équité raciale. Louis Gossett Jr. mourut le 28 mars 2024 à l'âge de 87 ans, des suites d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. Le monde perdit un acteur qui prouva, sans le moindre doute, qu'il n'existe pas de petits rôles, seulement de grands interprètes.
Numéro 11. Paul Winfield, un autre géant parmi les invités. Parmi les acteurs invités qui défilèrent dans Daktari au fil des années, plus d'un devint une légende du cinéma et de la télévision américain. Paul Winfield figure tout en haut de cette liste. Paul Edward Winfield naquit le 22 mai 1939 à Dallas, au Texas, et grandit dans le quartier de Watts à Los Angeles. Sa mère était syndicaliste dans l'industrie du vêtement. D'elle, il hérita d'un sens aigu et inflexible de la justice. Winfield étudia dans plusieurs universités, dont Stanford, et quitta UCLA à 6 crédits de sa licence pour embrasser le métier d'acteur à temps plein. Dans les années 1960, il accumula des apparitions dans des séries comme Perry Mason et Daktari. Les rôles étaient modestes, mais chacun affûtait son art. Puis vint 1972 avec Sounder, l'histoire d'un métayer noir pendant la Grande Dépression. Et Winfield reçut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Ce fut la percée. La suite. Martin Luther King Jr. dans la mini-série King, 1978, un rôle dans Terminator, 1984, une apparition mémorable dans Star Trek II, La colère de Khan, 1982, et un rôle de juge dans Présumé innocent, 1990. En 1995, il décrocha enfin un Emmy pour une apparition dans Picket Fences. Paul Winfield ne parla jamais publiquement de sa vie privée, mais ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un homme discret, complexe et profondément réfléchi. Il mourut d'une crise cardiaque le 7 mars 2004 à Los Angeles. Il avait 64 ans. Un seul mot convient à son héritage, irremplaçable. Numéro 12, Ivan Tors, l'homme qui bâtit le monde. Sans cet homme, il n'y aurait eu ni Clarence, ni Judy, ni le Dr Tracy, ni Daktari. Ivan Tors ne créa pas seulement une série télévisée. Il créa tout un univers dans lequel les animaux sauvages étaient les héros, pas le décor. Ivan Tors naquit le 12 juin 1916 à Budapest, en Hongrie, sous le nom d'Ivan Tors. Il était issu d'une famille juive. Son père, Jenő Tors, était un acteur réputé en Hongrie. Ivan grandit dans un milieu de théâtre, commença à écrire des pièces et quitta l'Europe en 1939, alors que l'ombre du nazisme s'étendait sur le continent. Il arriva aux États-Unis par bateau, s'inscrivit à l'université Fordham et servit plus tard dans l'Office of Strategic Services de l'armée américaine. Après la guerre, Tors devint producteur de cinéma, d'abord dans le domaine de la science-fiction, The Magnetic Monster, GOG, puis se tourna vers les aventures animalières et les productions sous-marines. Flipper, 1963, fut son premier grand succès. Clarence, le lion louchon, 1965, constitua le précurseur direct de Daktari. Il construisit à North Miami des studios qui devinrent l'un des plus grands complexes de production du sud de la Floride. Connu aujourd'hui sous le nom de Greenwich Studios, il servit par la suite de base principale à Miami Vice. Tors était animé par la conviction que les récits d'aventure pouvaient susciter chez les spectateurs de tous âges un amour authentique pour le monde naturel. Daktari n'était pas pour lui un simple produit télévisuel. C'était une mission. Sa vie personnelle fut marquée par une perte profonde. Son épouse, l'actrice Constance Dowling, mourut d'une crise cardiaque en 1969, laissant derrière elle 4 enfants. Ce deuil fut un fardeau qu'il porta le reste de sa vie. Ivan Tors mourut le 4 juin 1983 dans l'État brésilien du Mato Grosso. Il avait 66 ans. Il mourut en plein travail, au beau milieu d'un repérage pour un nouveau projet télévisuel. Il ne s'arrêta jamais. C'était simplement qui il était. Numéro 13. Sterling Holloway, la voix d'Hollywood dans la savane africaine. Cet homme possédait l'une des voix les plus reconnaissables de la culture populaire américaine. Douce, légèrement nasale, absolument unique. La voix de Sterling Holloway devint celle de Winnie l'ourson en personne, celle de Bourriquet dans Bambi, celle du chat du Cheshire dans l'Alice de Disney. Et cette voix se retrouva un jour sur le plateau de Daktari. Sterling Price Holloway Jr. naquit le 14 janvier 1905 à Cedartown, en Géorgie. Son parcours artistique débuta à l'ère du cinéma muet dans les années 1920. New York, école d'art dramatique, travail au théâtre, petit rôle dans les premiers films parlants.
Dans les années 1940, il était un acteur de composition accompli et l'un des talents vocaux les plus singuliers d'Hollywood. Son association avec Disney s'étendit sur plusieurs décennies. Il fut Winnie l'ourson lui-même dans les premiers courts-métrages d'animation Disney consacrés au personnage, le chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles, 1951, et la voix adulte de Fiorellino, la moufette de Bambi, 1942, et ce n'est là qu'une infime partie de ce qu'il apporta au monde de l'animation Disney. Son apparition dans Daktari fut modeste, mais mémorable, comme tout ce qu'il faisait. Il y apporta la précision professionnelle qui caractérisait les acteurs de sa génération, sans éclipser la scène, sans en disparaître. La vie personnelle de Holloway resta largement à l'abri des regards. Il ne se maria jamais. Des années après sa mort, des historiens du cinéma soulevèrent des questions sur sa vie privée, mais l'acteur lui-même ne leur avait jamais donné la moindre raison de spéculer. Il se contentait de travailler. Sterling Holloway mourut le 22 novembre 1992 à Los Angeles d'une insuffisance cardiaque. Il avait 87 ans. Sa voix continue d'être entendue dans des films d'animation regardés par des enfants aux quatre coins du monde. C'est la plus belle forme d'immortalité qui soit. Numéro 14. Cheryl Miller et les animaux. Ceux qu'on n'a pas encore nommés, non, ce n'est pas une répétition. Il y a quelque chose qui fut omis dans les sections précédentes. Les animaux qui n'eurent pas droit à leur propre numéro, mais sans lesquels Daktari n'aurait tout simplement pas été ce qu'elle était. Au-delà de Clarence et de Judy, la distribution animalière régulière de la série comprenait Bruno l'ours, qui alla ensuite tenir la vedette dans la série Divan Torse Gentle Ben, ainsi qu'un cortège tournant de guépards, de léopards et de crocodiles, dont, comme nous l'avons déjà noté, le crocodile qui fit traverser à Cheryl Miller son épreuve sous-marine. Tous ces animaux furent élevés selon la méthode de Ralph Helfer. Pas un seul ne fut dressé par la peur ou la force. Ce fut une révolution dans la façon dont Hollywood traitait les animaux à l'écran. Et c'est précisément ce qui donnait aux scènes animalières de Daktari cette impression d'être si vivantes et authentiques plutôt que figées et artificielles. Mais voilà ce qui importe. Quand la série se termina, tous ces animaux ne trouvèrent pas de bon foyer. Certains furent transférés dans des zoos ou vendus. Les inondations de 1971 dévastèrent une grande partie d'Africa, USA. L'histoire de ces animaux fait partie intégrante de l'héritage de Daktari, au même titre que celle des êtres humains qui la firent revivre. Et pour finir, numéro 15, Marshall Thompson dans le rôle du Dr Marsh Tracy. Il était Daktari, pas le personnage, Marshall Thompson lui-même. L'homme aux yeux bienveillants et à la voix posée qui pouvait regarder un animal d'une façon qui convainquait les téléspectateurs, sans l'ombre d'un doute, que cet homme les aimait vraiment. Parce que c'était la vérité. James Marshall Thompson naquit le 27 novembre 1925 à Peoria, dans l'Illinois, cette Peoria même où Clarence mourrait des décennies plus tard. La famille déménagea à Los Angeles quand il avait 1 an. Son père, Lawrence Thompson, avait bâti un cabinet dentaire prospère à Westwood. Sa mère, Pauline, avait été chanteuse de concert. Marshall était enfant unique. Au lycée, il était assis à côté d'une fille prénommée Norma Jean Baker, la jeune femme que le monde allait connaître sous le nom de Marilyn Monroe. C'est l'un de ces petits faits qui vous font songer à la façon étonnante dont le destin arrange les choses. Thompson commença sa carrière à l'écran en 1944, à 18 ans, signé par Universal Pictures sur la foi de son allure de jeune homme sincère et juvénile. Il incarnait des personnages discrets, introspectifs, guidés par leur conscience. En 1949, il épousa Barbara Long, la sœur de l'acteur Richard Long, et resta avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Parmi ses rôles marquants, le film de guerre patrouille héroïque Battleground, 1949, et le film de science-fiction culte La créature est parmi nous, It, The Terror from Beyond Space, 1958. Mais sa gloire la plus large ne vint qu'en 1966, quand, à 40 ans, il monta à bord de cette Jeep dans la peau du Dr Tracy et prit la route de son destin. Quand Daktari commença à être tourné en 1966, Marshall Thompson avait 40 ans. Ce n'était pas une jeune star, c'était un acteur mûr qui avait enfin trouvé un rôle qui semblait avoir été écrit pour lui. Le Dr Tracy, sage, calme, passionné,
vétérinaire qui se met en danger pour défendre les animaux contre les braconniers et la cupidité, était le reflet de l'homme lui-même. Ses collègues le répétaient unanimement. Ce que vous voyez à l'écran n'était pas une performance, c'était lui. 4 ans, 89 épisodes, et des millions d'enfants à travers le monde qui, grâce à cette série, se posèrent pour la première fois la question de savoir si les animaux sauvages méritaient d'être protégés. Cet héritage-là ne peut pas être surestimé. Après la fin de Daktari, Thompson continua à travailler, apparaissant dans La Formule, 1980, et divers documentaires animaliers. Il était un photographe passionné, un cavalier dévoué et guitariste. Sa vie hors caméra était aussi riche que celle devant. Dans ces dernières années, Marshall Thompson vivait discrètement, loin des projecteurs. Le 18 mai 1992, il mourut d'une insuffisance cardiaque à Royal Oak, dans le Michigan. Il avait 66 ans. Il laissait derrière lui son épouse Barbara, leur fille Janet et un petit-fils. Il fut inhumé au Westwood Village Memorial Park à Los Angeles, où reposent bien des plus grandes légendes d'Hollywood. Le Dr Tracy est parti. Mais Daktari, la série qu'il rendit possible, vit encore dans la mémoire de tous ceux qui l'ont regardé un jour. Voilà qui ils étaient et qui ils devinrent. Certains nous ont quittés bien trop tôt. D'autres sont encore parmi nous, poursuivant leur chemin. D'autres encore ont laissé quelque chose qui ne s'effacera jamais. Si cette vidéo vous a touché, dites-nous en commentaire celui ou celle dont vous vous souvenez le plus dans Daktari. Était-ce l'espièglerie de Judy? Le regard doux et bigleux de Clarence? Ou peut-être le docteur Tracy lui-même? L'homme qui croyait qu'une véritable amitié entre les humains et les animaux était non seulement possible, mais valait la peine d'être défendue? Partagez cette vidéo avec tous ceux qui se souviennent de Daktari. Et abonnez-vous à notre chaîne, de nombreuses autres histoires vous attendent sur les gens et les époques qu'on ne devrait jamais oublier.